La France a échappé à une dégradation de sa note par les agences de notation. Tout devrait aller bien. On devrait être heureux. Seulement voilà, ça n'enlève pas les problèmes de l'économie française et on voit des signes ici ou là que la situation est en train de se dégrader, pas que pour la France. Vous avez par exemple actuellement la croissance américaine qui est quand même 2 fois inférieure à ce qu'avaient prévu les prévisionnistes. Vous avez l'inflation qui redémarre, que ce soit aux États-Unis ou en Allemagne. Bref, vous avez plein de petits éléments qui commencent à montrer que l'économie est en train de basculer. Il y a aussi un élément qui est extrêmement étonnant et dont on parlera certainement tout à l'heure, c'est l'or. L'or qui en principe est une valeur refuge, l'or qui devrait baisser quand la bourse monte et qui devrait baisser quand les taux d'intérêt montent et qui n'arrête pas de monter, comme pour nous montrer que qu'il y a une énorme baleine, un monstre quelque part qui va éclater et que personne n'a vu. En tout cas, c'est ce que pourrait nous dire cette hausse de l'or. Alors, on va voir ça au fur et à mesure avec mon invité, Philippe Béchade. Philippe Béchade est rédacteur en chef des chroniques Agora et c'est notamment un spécialiste des marchés et un spécialiste de l'épargne et un spécialiste de l'or. Et ce que on va voir ensemble, c'est d'une part comment l'économie risque de tourner actuellement, et surtout, comment vous pouvez protéger votre épargne, que ce soit en bourse, que ce soit en or, peut-être même en crypto-monnaie, que sais-je. Qu'est-ce qui pourrait vous permettre de vous sauver et de sauver ce que vous avez accumulé au fur et à mesure des années. Donc Philippe Béchade, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors déjà, est-ce qu'on pourrait parler de ces agences de notation qui n'ont pas dégradé la France, alors que vraiment tout le monde, et je pense même Bruno Le Maire, pensait qu'on allait être dégradé. On n'a pas été dégradé. Est-ce qu'il y a une raison à ça qui vous semble justifier la clémence des agences de notation? Alors, on parle bien de Moody's et Fitch, les Oui. deux agences qui mettaient triple A+, aux émissions subprime en 2007-2008. Hein, on a bien Oui, affaire aux ah oui, mêmes. oui, c'est vrai, Ouais. c'est vrai qu'elles ont un passif, les agences. Elles Bon, ont un allez, passif. ce petit coup de griffe, voilà, j'ai pas pu m'empêcher. Mais en fait, il y a deux choses qui font qu'un pays risque une dégradation. La trajectoire de sa dette ou la trajectoire de ses déficits budgétaires. Donc là, je dois dire qu'en Europe, on est les derniers de la classe, hein, les derniers sur 27. Donc on mérite quoi? 2,5, 3 sur 20 hein, sur la trajectoire. Ah, par contre, sur notre capacité à lever de l'impôt, à créer de nouvelles taxes, recettes fiscales plus ou moins indirectes, suppression d'allocations diverses, on rogne sur ceci, on rogne sur cela et on va nous désindexer les retraites. Là, c'est un pari que je fais devant vous. Aujourd'hui, on est fin avril, mais je vous garantis que d'ici l'automne, on nous expliquera que les retraités sont des nantis et qu'il faut donc on aille leur prendre un petit peu d'argent, car ils en ont tellement, et oui, plus de 60% de l'épargne est entre les mains des tempes argentées. Donc, la France a cette capacité à lever de l'impôt. Et donc là, je pense que du point de vue de Fitch et de Moody's, on doit être à 19, parce que je pense qu'il n'y a aucun pays au monde qui prélève davantage que l'État français pour son fonctionnement. On est à 56 ou 57% de fiscalité, voilà. Bon, bah ça quand même, ça nous vaut certainement la mansuétude des agences. Et puis c'est des gens qui regardent évidemment comment se passent nos adjudications du Trésor du lundi. Tiens, justement, il faudra que j'y jette un coup d'œil tout à l'heure. Mais à chaque fois, on voit que il y a une demande qui surpasse largement l'offre. Et cette année, on a 285 milliards d'émissions obligataires. Si on fait le cumul des demandes, on va être au-delà du 800 milliards. Donc ils en veulent de la dette française, ils en veulent. Donc tant que c'est comme ça, évidemment, c'est difficile de justifier une dégradation. En revanche, on se rappelle qu'en 2009-2010, la dette grecque elle avait du mal à se placer.
Bah oui, mais bon, voilà. L'État grec était justement un des cancres européens en termes de recouvrement fiscal. D'accord. Donc on a une mensuétude, on va la garder encore un petit peu, mais l'une des raisons de cette mensuétude, c'est les prélèvements. Donc on peut parier sur une baisse enfin pas une baisse, une désindexation des retraités, ce qui est un impôt puisque c'est l'inflation qui va leur manger une partie de leur retraite, soit sur une augmentation des impôts. C'est un peu votre avis. Ouais, oui, bon, bien sûr, on manquera pas de taper également sur les propriétaires fonciers, ces nantis, ces Thénardier qui s'engraissent en dormant. Bon, je pense qu'on aura effectivement de la surtaxation sur les biens inoccupés. Ça, je pense que c'est assez défendable. Est-ce qu'on va avoir une hausse du taux de l'IFI? Pourquoi pas? Ça fera Mm. pleurer personne, à part peut-être les 10 ou 15 000 propriétaires d'immeubles. Voilà, donc ils vont pas descendre dans la rue, ou s'ils descendent, ça se verra pas. Et puis le plus souvent, bah, à Paris, on sait que ce sont des veuves qui détiennent plus de 50% de l'immobilier loué. Voilà, donc et pareil, les veuves, je pense qu'elles vont pas aller jeter des pavés sur nos CRS. Donc on est assez tranquille, on peut aller prendre de l'argent dans la poche de personnes dont on n'a pas grand-chose à craindre, sauf éventuellement qu'ils ne revotent pas pour vous aux européennes. Mais bon, euh, l'effectif auquel je fais allusion, ça représente pas grand monde. D'accord. Et du coup, alors, euh, actuellement, alors, on va venir plutôt donc au risque que l'on voit apparaître, ou du moins que moi je commence à voir apparaître. Pour l'instant, c'est des signaux faibles. On voit l'inflation qui redémarre aux États-Unis, qui redémarre en Allemagne. Alors on n'est pas en hyperinflation, hein, mais Ah, on a t'as 2,2, hein, ça va. voilà. Mais on s'attendait à des baisses, on repart un petit peu à la hausse. Et puis une croissance américaine qui est beaucoup plus faible qu'attendue au premier trimestre. Tout ça compliquant ce qu'avaient prévu de faire les banques centrales, c'est-à-dire de baisser leur taux. Est-ce que du coup, on va pas, est-ce que c'est des signes noirs ou est-ce que c'est la vie telle qu'elle est et faut pas plus s'en inquiéter que ça et voilà. Alors, je vais commencer à répondre à la première partie de ta question, qui était l'inflation, elle ressurgit. Bah, c'était écrit de façon quasiment évidente. Bah alors le prix du baril de pétrole depuis le début de l'année, il prend plus de 10%. Mmh. Les matières premières, le panier des matières premières prend plus de 10%. Et les hausses salariales négociées aux États-Unis, en Europe, on est entre 4,5 et 4,6%. Ça va forcément se répercuter dans les prix à la production. Alors, bah oui, la production, c'est de l'énergie plus des salaires, bah les deux augmentent. Qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez qu'on va vers une trajectoire de 2%? À l'évidence, non. Mais ça n'empêchait quand même pas nos banquiers centraux, juste avant Noël, de nous expliquer que l'inflation était quasiment terrassée et qu'on se demandait pas si pour 2024, le principal danger, ça serait pas de la déflation. Non, bah rassurez-vous, ça n'arrivera pas. Par contre, ce qui va arriver aux Américains avec une croissance à 1,6 contre 3,2 ou 3,4 au quatrième C'est trimestre. 3,4 le trimestre précédent, Ouais. 3,4 et les plus Et, optimistes disaient 3,6 là pour. ouais, alors là, tiens, les plus optimistes, j'ai quand même les citer parce que je les aime bien, j'aime bien les taquiner. C'est Goldman Sachs. On Hmm. avait un consensus qui était quand même autour de 2,8 sur la croissance US et Goldman a dit non, moi je relève mes prévisions. 3,2, paying, pile poil divisé par 2. Bon, il va arriver la même chose aux États-Unis qu'à la France en 2023. À 1,6% de croissance, les recettes fiscales, ça va pas être les mêmes.
Et en plus de ça, Mm. le Congrès américain vient de voter une enveloppe de 95 milliards pour qu'on puisse continuer de faire la guerre dans le monde, en Ukraine, entre Israël, l'Iran et pourquoi pas Taïwan, après tout. Hein. On a Anthony Blinken qui revient de Chine et qui vient d'expliquer que là les Chinois faut carrément couper vos liens économiques et commerciaux avec la Russie, hein, parce qu'ils sont vilains les Russes. Mm. Vous pensez que les Chinois vont obtempérer? Certainement pas, mais ils ont dû prendre ça quand même pour une provocation. Hein. Donc, je pense que les rapports sino-américains vont pas s'améliorer au cours des prochains mois, et que comme les Américains rajoutent des taxes sur l'acier, vont rajouter des taxes sur les véhicules importés, etc., je m'attendrais à ce que la Chine use de la réciproque et augmente le prix des batteries, des aimants permanents, des terres rares, etc. Enfin bref, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, et Blinken, je le répète, n'a rien fait pour l'apaiser, c'est forcément inflationniste puisqu'on a envie de se foutre sur la figure, hein, pour le dire poliment. Donc de l'inflation en plus, des recettes fiscales en moins, c'est un petit peu le scénario du pire. Mm. Et du coup, qu'est-ce qui explique quelque chose? Alors, si vous êtes, vous, avec votre épargne, vous savez probablement que la bourse augmente et va de record en record. Il n'y a rien à faire. Rien à faire pour faire tomber la bourse, quel que soit l'état de la guerre, le débarrage d'une nouvelle guerre entre Israël et la Palestine, rien ne semble vouloir arrêter les records boursiers. Est-ce que tu penses que on va continuer à avoir comme ça un Standard & Poor's, une bourse de manière générale, CAC 40 aussi en France, qui vont aller de record en record? Est-ce que c'est tout à fait normal d'avoir comme ça une évolution aussi positive, ou est-ce que on est sur les derniers jours ou les derniers temps d'une bulle? Je sais que la dernière fois, je sais plus si c'est la dernière fois, mais en fin d'année dernière, on avait un petit peu parlé et enfin, tu m'avais dit que là, les boursiers jouaient très très court terme en espérant toujours que ça tienne jusqu'au 15 du mois suivant. Ah oui. Le troisième vendredi du mois, pour être très précis. Pour l'instant, ça tenait. Pour l'instant, ça tenait. Ils étaient heureux. Mais et du coup, ça continue à tenir. Est-ce qu'on est toujours dans cette idée-là, ou est-ce qu'on est donc complètement spéculative en priant pour que rien ne s'effondre, ou est-ce qu'il y a des vraies raisons qui font qu'on a comme ça une bourse qui est sans arrêt en train de battre des records? Alors bon, ceux qui m'ont entendu échanger avec toi fin 2023 et qui m'avaient entendu échanger avec toi précédemment doivent se dire, le gars il change jamais d'idée. Et j'en reviens toujours au même fondamental. Vous pouvez chercher toutes les explications macroéconomiques à la hausse du marché. Il n'y a qu'une seule concordance parfaite qui est invariante depuis 2009. La hausse des actions, elle est le reflet de la hausse de la liquidité. Voilà, donc tant que les banques centrales mettent des sous, ça monte. Voilà, alors, après ça, je pourrais vous décrire par quel circuit ou quel processus de l'argent créé comme ça d'un clic de souris par les banques centrales se retrouve très vite dans la poche des banques d'affaires, des family office, etc., et est transformé en action. Bon, voilà, on le constate. Et là, 95 milliards pour continuer de faire la guerre. Bon, il y en a 70%, ça va revenir dans la poche des marchands d'armes américains, sous forme de commandes auprès du Pentagone. Ces 95 milliards, c'est clair, c'est assumé, c'est du déficit pur, c'est le contribuable américain qui paye. Mais bon, en retour, qu'est-ce qu'il a? Et Biden l'a répété, et avant lui, Victoria Nuland, qui était la numéro 2 de Monsieur Blinken, a expliqué que à chaque fois que
on avançait de l'argent à l'Ukraine, ça faisait des bons emplois dans les usines de General Dynamics, Raytheon, Lockheed Martin, etc. Donc je dirais pas que c'est tout bénef, mais une partie du déficit sert vraiment aux États-Unis à créer de l'activité et de la croissance. Grosse différence avec la France, où quand on creuse des déficits, on ne sait pas où va l'argent. Enfin si, on a l'impression quand même que ça sert à rémunérer beaucoup de fonctionnaires qui appartiennent à une structure, une technostructure de plus en plus invasive et vorace, et qui a besoin de plus en plus de fonctionnaires pour soit contrôler, soit pour prélever l'impôt. On est dans une société de contrôle, on n'est pas dans une société d'investissement. Bon, aux États-Unis au moins, c'est assumé. Ils font du déficit, mais bon, ça se retrouve sous forme de croissance. Sauf que là, rien ne va plus quand même, parce que 1,6% de croissance face à un déficit qui part là sur une base de 7,8% du PIB US, on est à 5,5 en France. On n'est pas les bons élèves, hein, mais bon, les États-Unis sont à 8. Bon, quand vous imprimez 8 dollars ou quasiment, hein, pour faire 1,6%, enfin 1,6 dollars de plus de PIB, c'est intenable. Enfin, n'importe quel particulier ou n'importe quel chef d'entreprise emprunte 8 à sa banque pour lui rembourser un 6. Je pense qu'il y a quand même des problèmes qui se profilent à l'horizon. Mais jusqu'à présent, chaque fois qu'il y a un problème, justement budgétaire, géopolitique, on rajoute de l'argent. On peut pas rembourser la dette, on en imprime pour rembourser. C'est de la monétisation. Et puis tout cet argent créé, je le répète, par des mécanismes assez implacables, ça se retrouve sous la forme d'investissements boursiers, d'où des multiples comme on n'en a jamais vu depuis 1929. Mais avec quand même une zone de fragilité très importante, c'est que là, la hausse des bénéfices globaux qu'on constate aux États-Unis là depuis le début des trimestriels. Alors on dit oui, il y a 4% de mieux, c'est super. Non, il y a 90% d'entreprises dont les bénéfices baissent. Et vous avez non plus 7 fantastiques aujourd'hui, mais il n'y a plus que 4 fantastiques, et encore on croise les doigts pour Apple, pour dégager des bénéfices qui, effectivement, permettent de dire « Ah bah oui, c'est normal que les actions montent puisque les bénéfices sont encore progressés ». Mais non, les 4 fantastiques, ultra concentrés. Les 4 fantastiques pour que tout le monde entende. Donc, c'est 4 entreprises sur le Standard & Poor's qui font quasiment la hausse du Standard & Poor's, c'est-à-dire que vous intégralement. Le S&P, c'est 500 entreprises américaines, mais on s'aperçoit que plus ça va, plus les entreprises comme Apple, par exemple, représentent une part très très importante du Standard & Poor's, et le Standard & Poor's se retrouve complètement guidé par Alors c'était 7 entreprises, c'est 4 maintenant qui guident, mais c'était une très bonne indication de l'économie américaine, le Standard & Poor's, et c'est de moins en moins une indication de l'économie américaine à cause de la taille qu'ont pris ces entreprises-là. Et on se dit que si elles devaient, tant qu'elles vont bien, elles font grossir le Standard & Poor's, tout le monde est content. Mais si l'une d'entre elles ou deux d'entre elles venaient à tousser, ça pourrait vite repartir dans l'autre sens, quoi. C'est vraiment un jeu extrêmement risqué. Oui, tu sais à quel point on se retrouve sur cette analyse. Mais je le répète, c'est le fait qu'on serait déçu. Alors on a déjà été déçu par Tesla, par Meta, on a été déçu. Apple depuis le début de l'année, ça perd pas loin de 20% quand même. Hein. On espère un sursaut là avec les résultats, mais on sait que les ventes de smartphones en Chine, c'est plus que compliqué. Hein. Les Chinois, ils pratiquent un véritable patriotisme. Huawei est banni des États-Unis. Les Chinois n'achètent plus que des smartphones Huawei. Vous voyez un petit peu comment ils fonctionnent, les Chinois. Et évidemment, ils achètent beaucoup moins d'iPhone. C'est 20% en moins en un an. Un marché d'1,4 milliard de clients, quand on voit les ventes baisser de 20%, évidemment, c'est compliqué. Alors, pour revenir donc à ces 4 fantastiques, le basculement des indices, il résulte aussi d'une contraction de la liquidité.
Si jamais Apple déçoit, c'est pas grave. Ils iront racheter je ne sais pas quoi. Ils iront racheter, pourquoi pas des valeurs bancaires, parce qu'avec la hausse des taux, ça augmente leur marge. Ou ils iront acheter des valeurs minières. Enfin, peu importe. L'argent ne va pas quitter le compartiment des actions parce que on a été déçu un temps par Tesla, un temps par Apple, un temps par Meta. Le problème, c'est la liquidité. C'est ça qu'il faut regarder. Si jamais on n'a plus de prétexte pour imprimer de l'argent, comme on dit là, le château de cartes, il risque de s'effondrer parce qu'en fait, derrière la hausse des actions, en fait, il y a une inflation encore plus phénoménale de tous les dérivés d'actions. Alors, il y a les ETF, ce sont des dérivés d'actions, certes, qui sont directement reliés aux actions, mais il y a également derrière toutes les options, etc. Et pour que tout ça tienne en équilibre, il faut qu'il y ait toujours un peu plus d'argent, pas beaucoup plus, mais toujours un petit peu plus pour continuer d'accroître les encours et permettre au système de continuer de tourner. C'est pour ça qu'effectivement, on ne peut pas se permettre que ça commence à corriger, tout comme les agences ne pouvaient pas se permettre de dégrader la France, parce que derrière, c'était toute une construction autour de la dette qui risquait de s'effondrer, et puis c'était pas le moment avant les européennes. Alors, il y a, face à cette augmentation de la bourse, et on voit que ça va probablement continuer, mais qu'il y a quand même quelque chose de surprenant, c'est l'augmentation de l'or. Moi, c'est quelque chose qui m'étonne. Alors, j'en profite pour dire que tu as publié avec les publications Agora qui sponsorisent la vidéo, le guide d'achat d'or pratique, et je mets un lien dans la description de la vidéo pour que les auditeurs, enfin les gens qui nous regardent puissent aller voir ce guide d'achat guide d'achat d'or pratique qui dit comment acheter de l'or, comment le conserver, comment revendre de l'or, quelle part d'or il faut avoir dans ses investissements pour se sécuriser. Donc c'est vraiment tout ce que tout le monde a voulu, tout le monde peut souhaiter savoir sur l'or, puisque l'or est une valeur refuge en principe, et quand on a des crises qui s'approchent ou des difficultés qui s'approchent, l'or est souvent la valeur refuge la plus recherchée. Et donc Philippe, tu es un spécialiste de l'or, et ce que j'aimerais comprendre, moi, c'est pourquoi l'or augmente de manière aussi forte. Je regardais tout à l'heure les titres de la presse. Hausse du prix de l'or, ce n'est que le début. Pourquoi l'or est-il si précieux? Or, marché des actions et or noir. Enfin, il y avait plein de titres de presse sur l'or. Et ce que j'aimerais comprendre, moi, c'est pourquoi l'or augmente. En principe, quand les actions augmentent, l'or n'augmente pas. Ça va pas en principe de pair. Même chose, les taux d'intérêt augmentent, l'or augmente aussi. Il y a quelque chose de surprenant, et donc j'aimerais que tu puisses nous expliquer un peu ta vision de l'or et de où va cet or, enfin où va. Quel est l'avenir de l'or? Le plus haut possible. Oui, le plus haut possible. Oui. Pour essayer de situer un petit peu les choses, l'or vient de prendre 20% depuis le 14 février dernier. 20% de hausse, 2400, on est revenu à 2340, bon, c'est comme 17% de hausse en un peu plus de 2 mois. Maintenant, ouais. Avec des taux qui, dans le même temps, ont pris pratiquement 50 points aux États-Unis, autant ou quasiment sur nos OAT. Bon, historiquement, la hausse de l'or en période de tension des taux, c'est au mieux une anomalie, mais on dit plus souvent c'est une absurdité. Voilà, l'or ne rapporte en rien, évidemment, qui irait détenir cet actif quand on va pouvoir obtenir 5
de rendement sur du 2 ans américain, 4,65 sur du 10 ans, et 4 et plus même sur des émissions obligataires européennes. 4, on y est. Oui, ça, c'est un point qui est important que tout le monde se rende compte. En fait, l'or, c'est un actif qui combat l'inflation de manière extrêmement forte et qui est très très bonne pour éviter l'inflation sur le long terme, mais vous ne touchez pas de dividendes parce que vous avez de l'or. Or, quand vous avez la possibilité de prendre des emprunts américains à 4% ou des emprunts de la France avec du 3, 3,5, 4%, qui vous est versé tous les ans, bah, c'est surprenant de prendre de l'or parce qu'on se dit, bon, les risques que les Américains fassent faillite ou que la France fasse faillite sont quand même relativement faibles, même enfin, peu importe ce que l'on pense de ces pays, les risques qu'ils fassent faillite demain matin sont quand même relativement faibles. Donc, si en plus ils me versent du 5% ou du 4%, pourquoi est-ce que j'irais acheter de l'or? Et donc, la hausse de l'or est une véritable, enfin, pour moi, est une anomalie, une énigme dans ce cadre-là. Surtout qu'on atteint les sommets de l'or, hein, on atteint vraiment les plus hauts. Donc, on atteint les sommets vraiment, en termes de valeur algébrique, en dollars, en euros, et puis surtout en yens, mais on y reviendra peut-être. Mais on atteint également des pics d'activité. En février, on a vu des journées incroyables d'activité, d'achat d'or physique. C'était du jamais vu. Hein. Enfin, moi, depuis 20 ans, j'avais jamais vu ça. Une telle activité. Donc, il y a de vrais acheteurs fondamentaux. C'est pas des spéculateurs. D'ailleurs, j'ai une preuve indiscutable. Tout le monde l'a, hein, parce que ça a été largement commenté. Tiens, bizarre, l'or monte. Alors que les encours des ETF, or, ont tendance plutôt à se dégonfler, parce que des gens qui avaient acheté de l'or à 1800, ils ont commencé à prendre des bénéfices quand on est arrivé à 2300. Ils étaient contents, ils venaient de faire 15% depuis le 1er janvier, ils ont commencé à se délester un peu. Et l'or a continué de monter dans des volumes énormes. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que détenir du dollar ou de l'euro, se voir offrir une rémunération de 5,25 par exemple aux États-Unis, 4 ou 4,25 en Europe. Si vous perdez en termes de pouvoir d'achat 10% sur ces devises, ben on peut toujours vous servir 5% ou 6%, vous serez perdant. Or, qu'est-ce qu'on fait aux États-Unis, ce dont on parlait tout à l'heure? En l'espace de 10 mois, on augmente la dette de 1700 milliards de dollars sur 34 000 milliards. Faites le calcul, hein, c'est très simple. C'est 5% de masse monétaire en plus. Ben, on a créé 5% de dollars à partir de rien. Et puis là, on va en imprimer 95 milliards de plus, adossés à rien, bah, si ce n'est l'activité des marchands de canons. Mais grosso modo, si on crée de la monnaie, et en Europe, on va être obligé de le faire, hein, pour pouvoir rembourser les dettes, ben, on crée de la monnaie à partir de rien, donc elle se dévalorise d'autant d'unités supplémentaires. Donc vous augmentez la masse monétaire de 7,8 aux États-Unis, de 4,5 ou 5% en Europe, ben vous obtenez une dévaluation de fait de 7,8 ou de 5% de la monnaie. Voilà. Donc les Chinois, eux, ça y est, maintenant c'est basta, on veut plus détenir de dollars. En plus de ça, le dollar, il est, entre guillemets, militarisé. Monsieur Blinken vient nous voir, et en plus de ça, c'est à peine s'il nous insulte pas sur notre propre sol. Il nous demande des trucs absolument impossibles, et que personne n'accepterait, hein, de la part des États-Unis. Donc, qu'est-ce que font les Chinois? Ils achètent moins de dollars, ils achètent plus d'or. Ils achètent moins d'euros, ils achètent plus d'or. Et ça fait 270 tonnes en 2023 pour la Chine. Je pense qu'on est à 120 tonnes, voire plus, depuis le 1er janvier. Donc là, ça continue d'accélérer. On est à 30% ou 40% peut-être d'achat d'or supplémentaire par la Chine. Voilà où elle est, la hausse de l'or. C'est du concret, c'est pas de la spéculation. L'Inde, l'année dernière, c'était 185 tonnes d'or. Cette année, ça va être au-delà de 200. Puis en plus de ça, tout le monde est euphorique en ce moment en Inde. Il y a 8% de croissance, c'est les élections. Voilà, donc il y a une vraie demande structurelle d'or et qui est pour moi, c'est le cœur d'ailleurs de notre débat aujourd'hui, qui est la preuve qu'il y a une défiance, voire une allergie à des devises où on continue d'imprimer.
ou en plus de ça, aux États-Unis, on vous explique ce que vous devez faire avec votre dollar. Bah non. Et à un moment, ça agace de plus en plus de gens. D'accord. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un risque d'inflation qui va revenir sur l'euro et le Ah dollar. bah si on imprime, c'est sûr. D'accord. Si Donc on on a imprime, quand même voilà. un gros risque inflationniste qui est de nouveau là. Ah oui, bah on va dire là, les banques centrales, elles se sont mises dans le corner toutes seules. Hein. Alors bon, et- elles sont un peu avancées en disant que l'inflation était terrassée en décembre dernier. Maintenant, on doit avoir 7 baisses de taux aux États-Unis en 2024. On va peut-être même pas en avoir une seule. Mais quelle est leur crédibilité à ces gens-là, franchement? Hmm. Et parce que les anticipations de cette baisse de taux, c'est la Fed qui l'a encouragé. Hein, c'était les dot plots, un sondage des anticipations des divers membres de la Fed. Et puis en plus, hein, on peut se le dire, mais la Fed, ils acceptent bien d'aller de temps en temps déjeuner ou dîner avec hein, des banquiers de Wall Street. Donc, on se dit les choses un petit peu, peut-être de façon subtile, hein, si des fois il y a des micros. Enfin bref, tout le monde comprend bien. Ce que la Fed a voulu dire à l'automne dernier, c'était que les taux, ils allaient baisser fortement en 2024. Vous pouvez y aller, les gars, c'est sûr. Et puis voilà, d'un seul coup, les anticipations sont complètement retournées. Voilà. Donc je me demande quelle est la crédibilité de la Fed maintenant. Donc mettez-vous à la place de Chinois. Est-ce que vous avez envie de détenir une devise où on en imprime 100 milliards par mois, parce que c'est ça le rythme depuis le mois de juin 2023. Et en plus de ça, des gens qui n'ont pas l'air de savoir du tout ce qu'ils font, qui maîtrisent pas du tout les perspectives. Enfin, là, la Fed, ils sont presque aussi mauvais que Bruno Le Maire. Hein. C'est peu dire. Oui. D'accord. Et alors, du coup, pour l'or, on peut partir sur l'idée que la hausse de l'or risque de se poursuivre et que donc on est devant, enfin on est au début d'une, enfin pas au début maintenant parce que 20% c'est déjà énorme, mais on peut espérer voir l'or continuer à monter comme ça. Bah, si vous voulez, entre 2006 et 2011, c'est pas 20% de hausse, c'est une multiplication par 6. Hein. Hmm. Alors je dis pas qu'on va forcément avoir une multiplication par 6 par rapport à ce que moi je considère comme être le point d'origine du bull run actuel, c'est-à-dire 1600 $. Donc si vous faites effectivement 6 fois 1,6, C'est vous êtes à beaucoup. 10 000 $ l'once. Bon, Ouais. je fais pas cette prévision-là, mais bon, c'est ce qui s'était passé sur la décennie de 2002, 2011. Voilà, donc pas forcément, on n'est pas forcément sur des hypothèses délirantes. Mais si c'est ça, le point origine c'est 1600 multiplié par 6, voilà. Bah, je pense que 3000, c'est déjà dans la tête de beaucoup de gens. Voilà. À 3000, on est pas mal puisque ça fera 50% par rapport au 14 février dernier, par exemple. Ou allez, même le 1er janvier, on était un petit peu un petit peu au-dessus de 2000, 2050, 2060. Enfin, grosso modo, un 50% sur l'or cette année. Alors, ça va paraître énorme parce que, oulala, mais bon, rappelez-vous qu'en 2005, 2006, 2008, on a eu des hausses beaucoup plus spectaculaires. Et puis alors là, je vous dis, là, c'est pas des achats de spéculateurs de petites mains tremblantes qui vont lâcher le papier si d'un seul coup on se réveille avec un -3, -4 le matin, un lundi matin en Europe après une chute malencontreuse du S&P un vendredi soir. Ah bah là, on va tout larguer. Ah bah j'avais acheté des minières, hop, je balance tout. Ah bah j'avais acheté des contrats sur l'or, hop, je balance tout. Non, non, c'est pas ces acheteurs-là qui font monter l'or cette fois-ci. Donc je suis assez tranquille. Certes, s'il y avait un gros accro boursier, peut-être que l'or, des gens qui en vendraient un peu, parce qu'il faut bien aller récupérer de la liquidité où on peut. Mais là, les achats d'or, c'est des mains extrêmement solides. C'est les mains des banquiers centraux. Donc, je pense que eux n'attendent qu'une chose, c'est qu'effectivement, il y a un hypothétique petit vent de panique et qu'on puisse continuer d'en acheter. Donc, je dirais que pour nos lecteurs et ceux qui vont découvrir notre petite guide sur l'or, on leur explique un petit peu comment profiter des creux. Donc, il y a plusieurs façons d'acheter de l'or. Bon, soit du physique,
Alors après ça, il y a le Mhm. débat pièces, lingots, lingotin. Il y a l'or papier, alors sous forme de bons, soi-disant convertibles, mais dont on sait très très bien que personne n'a les stocks pour la conversion. Et puis il y a les ETF. Voilà, donc tout ça est bien expliqué. Mais les banquiers centraux, eux, ils achètent pas des ETF, ils achètent pas de l'or papier convertible, ils achètent de Bien l'or sûr, du vrai or. physique. Et moi, c'est un petit peu aussi le conseil d'acheter plutôt de l'or physique. D'accord. Bon, ça, après, mais ce qu'il y a, c'est que pour acheter de l'or physique, il faut trouver des magasins d'or. Enfin, c'est pas si évident que ça, mais Ah je ben, pense à que ça doit Dubaï, il y être. a que ça. À Dubaï, il y a même des Oui, distributeurs de lingots, oui, j'ai vu, oui, des euh, distributeurs automatiques de d'or. Oui. lingotin. Vous pouvez demander 100 grammes, 500 grammes, etc. Ouais. Non, non, si vous voulez vraiment, vous voulez acheter de l'or, allez le faire à Dubaï, faites un peu de shopping, je sais pas, ouvrez un petit Ça, faut déjà compte. payer l'aller-retour, quoi. C'est pas. Voilà. Bon, la seule chose, c'est que maintenant, on a compris que si les coffres forts sont enterrés en sous-sol, ils risquent d'être inondés, hein. Oui, voilà. Oui, donc Voilà. c'est pas. Non, c'est à Dubaï. Donc, non, non, mais on peut acheter de l'or physique à Dubaï, voilà. Singapour, la Suisse, bien sûr, même la Belgique. Hein, vous allez derrière la bourse à Bruxelles, rue du Midi, bah, vous trouvez de l'or, hein, voilà. Donc, c'est ça. D'accord. Si vous allez rue du Midi, vous n'aurez pas les 10% de taxes, tout ça. Bon. En Suisse non plus d'ailleurs. Ouais, ouais, toutes les complications Bah, qu'on peut tout est dans le trouver. rapport, hein, ne vous inquiétez pas. D'accord. Donc voilà, si des gens sont intéressés pour acheter de l'or, donc bah, je rappelle hein, le guide d'achat d'or pratique qui a été écrit par Philippe Béchat. Vous avez un lien Coécrit, oula. dans coécrit, On est pardon. plusieurs à l'avoir, collaboré, sans compter qu'il y a des gens qui, on peut ça, ont analysé les bonnes minières sous l'angle d'analyse technique, etc. Donc voilà, moi je suis un contributeur. Alors oui, les minières, ça peut être aussi une solution pour acheter de l'or. C'est-à-dire les sociétés qui font Je savais pas, c'est pas pour oui, acheter c'est de ça, l'or, c'est les sociétés de mine d'or. pour avoir une exposition au secteur. Oui. Voilà. Bon, Oui, ça, parce que si l'entreprise est mal gérée, elle a beau avoir de l'or, si elle est mal gérée, elle est mal gérée. Donc, voilà, ou si ces teneurs sont en baisse constante, et ce qui est le cas d'ailleurs de la plupart des miniers, faut qu'ils trouvent de nouvelles concessions. Les teneurs baissent, le coût d'extraction augmente. Bref, on arrive à 1500, 1600 dollars l'once. Quand on est à 1800, voilà, il reste moins d'argent. Euh, l'autre L'autre handicap, enfin, ce qui explique pourquoi les minières ont moins bien performé que l'or, bah, c'est que les grands conglomérats, côté à Londres, à Toronto, et à New York, bien sûr, euh, ben, ils distribuent des dividendes, qui d'ailleurs aujourd'hui sont, tenez-vous bien, la moyenne des dividendes versés par les grands conglomérats miniers, je vous parle pas des junior mines hein, qui font 2-3 milliards de capitalisation, je vous parle moi des groupes qui font 30 milliards et plus, la rémunération, elle est supérieure aujourd'hui à la rémunération moyenne du S&P. Je vous parle même pas du Nasdaq. Hein. Mais voilà. hmm. Bon, on n'achète pas évidemment une minière parce que c'est une valeur de rendement. Mais les actionnaires, eux, ils aiment bien quand même toucher un petit dividende. Donc, bah, les minières, pour leur garantir ce dividende, qu'est-ce qu'elles font elles hedgent, elles couvrent leur production. Donc, elles en prévendent 50-60% à un prix prédéterminé. Bah, une fois que le prix s'envole à 2003-2004, ce qu'elles ont déjà vendu, bah, c'est vendu Oui, c'est vendu. à prix fixe. En contrepartie de quoi, elles peuvent continuer de verser leurs dividendes aux actionnaires. Alors maintenant, elles sont en train de changer leur fusil d'épaule. Elles hedgeaient jusqu'à 70% de leur production, pour certaines. Et là, on est en train de revenir à 50, voire à 30%. Donc ça veut dire que là, pour celles qui hedgent à 30%, ça veut dire qu'elles vont bénéficier de la hausse de l'or sur 70%. De l'or qui n'est pas encore extrait, qui n'est pas encore vendu. Ça va devenir plus intéressant. Là, c'est sûr. Puis bon, bah, pour les junior mines, ce qui n'était pas rentable à 1800 dollars l'once, à 2003, c'est devenu beaucoup plus rentable. Voilà. Donc il y avait des boîtes qui produisaient quasiment pas d'or parce qu'à 1800, 1850, ça donnait pas grand chose. On consommait beaucoup Hmm. d'énergie et puis on se faisait pas de marge. Là, à 2300, les juniors, là, ça commence à payer.
Eh bien, Philippe Béchade, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Je rappelle à tous, si vous voulez avoir le guide de l'or que les éditions Agora proposent et qui a été écrit donc par Philippe Béchade et d'autres, eh bien, cliquez dans le lien qui est dans la description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.